je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, ce qui n'est pas très facile, d'essayer de voir avec vous, de cerner quelles sont les indications de la robotique en chirurgie digestive. Alors, pour ceux qui ne sont pas au fait de la robotique en chirurgie, il faut déjà savoir que le robot qu'on utilise n'est pas un véritable robot, c'est un télémanipulateur. Et en fait, c'est le chirurgien qui fait des gestes opératoires au niveau d'une console, et ces gestes sont transmis donc par un système mécanique et informatique au niveau du patient. Alors, il faut savoir que c'est quand même quelque chose de très sophistiqué, qu'au départ, c'est plusieurs ingénieurs de plusieurs équipes, la NASA, l'Université de Stanford, l'armée américaine. La NASA, l'idée, c'était de pouvoir opérer des patients dans l'espace, à partir de la Terre, et l'armée américaine, c'était que les chirurgiens soient à l'arrière et qu'ils puissent opérer éventuellement des blessés qui seraient sur le front. C'est tellement sophistiqué que pour l'instant, il y a un seul robot qui est commercialisé. Alors tous les ans, on nous dit qu'il va y avoir un nouveau robot, qu'une nouvelle firme va créer un robot, et pour l'instant, on n'a que le système Da Vinci qui est produit par la firme Intuitive Surgical. Alors ce robot, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça c'est l'avant-dernier système qui est le plus répandu dans le monde. Alors ça c'est le robot lui-même, il a un bras vidéo qui porte la caméra, et il a 2 ou 3 bras qui portent les instruments. Le chirurgien, lui, est assis à la console. Alors, on a des systèmes avec double console pour faire de l'enseignement, c'est de l'auto-école. Et c'est à partir de cette console que le chirurgien va manipuler les instruments en mettant ses doigts ici dans ce qu'on appelle des joysticks ou des masters. Et il y a un tableau de bord, mais qui est assez simple. Et il y a des pédales qui vont servir essentiellement à manier les systèmes de coagulation et à manier aussi la caméra. Tous les instruments de cœlioscopie ont été reproduits. Dans la vraie vie, on se sert comme en cœlioscopie de très peu d'instruments, le crochet monopolaire, les ciseaux, des pinces. Et on a aussi récemment vu apparaître des pinces à clip verrouillables qui sont articulées, qui sont extrêmement utiles, comme vous le verrez dans les films. Plus récemment, la gamme de produits s'est élargie. On a à notre disposition un système de thermofusion. Et surtout, depuis quelques semaines, sur le marché européen, sont apparues les agrafeuses avec une articulation extrêmement importante qui va être très utile dans la prise en charge des cancers du rectum notamment. Alors, le dernier modèle, c'est celui-là, qui est encore plus sophistiqué que le précédent, et surtout qui a un débattement considérable et qui va permettre probablement de faire ce que les chirurgiens appellent la chirurgie multicadran, qui peut permettre de faire des interventions sans rester cantonné dans un espace précis. Alors pourquoi c'est intéressant et que ça paraît plus efficace que la laparoscopie? C'est que ça apporte, par le biais de l'articulation intracorporelle, un nombre de degrés de liberté supplémentaires. C'est un point important. Le deuxième point par rapport à la laparoscopie, c'est qu'il y a en fait 2 systèmes optiques reliés par un binoculaire qui donne une vision de relief, qui permet d'apprécier la profondeur et qui rend vraiment le chirurgien beaucoup plus adroit. Que l'ergonomie est meilleure, ça c'est un ami belge qui va traiter cette diapositive, où on voit les difficultés que l'on peut avoir quand on a un écran mal placé et les conséquences musculo-squelettiques que ça peut occasionner. Alors que là, vous voyez, c'est à l'époque où on pouvait encore fumer, c'est assez simple, boire un café, on n'est pas habillé stérilement, donc c'est quand même plus agréable. Sans oublier la filtration des tremblements, ça a l'air anodin, mais sur une intervention qui est très longue, c'est comme les petites caméras vidéo Minigai. La démultiplication, et puis un point que j'aurais dû rajouter, qui finalement est essentiel, c'est que c'est le chirurgien lui-même qui manipule la caméra, il n'est plus dépendant d'un aide, et on sait qu'on a, en tout cas dans nos services hospitaliers, des aides qui sont de compétences et d'expérience variables, et nous on a de plus en plus d'internes très débutants, et faire une cœlioscopie avec un interne premier semestre, première année, c'est pas toujours facile. Alors, comment ça s'inscrit dans l'évolution de la chirurgie? Alors, on peut voir les choses de 2 façons. Alors, j'aime bien ça, c'est la théorie évolutionniste. Voilà, au XXe siècle encore, on faisait ça, pas tout à fait, mais on opérait donc en ouvert. 1987, c'est l'avènement de la cœlioscopie. Et puis, le robot, on peut admettre que c'est l'aboutissant de la cœlioscopie, et c'est mon idée. Pour d'autres, ils voient ça sous forme négative, et j'ai entendu pendant les 15 années précédentes, de façon régulière, dans tous les groupements de chirurgiens auxquels je présenterai notre activité, toujours les mêmes arguments. C'est cher, c'est encombrant, ça prend plus de temps,
ça ne permet pas le multicadran dont on parlait, ça ne sert à rien pour le patient en termes de morbidité, de qualité de vie. Et le vrai argument, mais que les gens n'osaient pas évoquer, c'est souvent celui-là. J'ai beaucoup investi dans le développement de la technique laparoscopique. Celle-ci est tellement au point que je ne vois pas l'intérêt de me réinvestir, parce que c'est un investissement dans l'apprentissage d'une nouvelle technique. Alors, je n'ai pas résisté à ça. Hein. Il y a des négationnistes, il n'y a pas que sur la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je les ai floutés pour pas que vous les reconnaissiez. Hein. Il y a Jacques M. de Strasbourg, Joël M. de Strasbourg, Jean-Luc D. de Bordeaux, Brigitte de Paris, Guy Bernard C, Mario M, et un très célèbre qu'on connaît bien à Bonjon, hein, mais on donne que ses initiales, Yves P, qui chaque fois qu'il entend parler de robots prend sa hache. Ça me rappelle un peu une certaine époque qu'on pensait révolue. Alors, malgré ces opposants, en France, il y a quand même 86 établissements qui sont équipés d'un robot, la moitié en privé et la moitié en système public. Alors, ces robots, au départ, ils ont été surtout vendus à nos amis urologues, et ce sont les urologues qui ont enlevé toutes les prostates qu'ils pouvaient avec ce robot. Alors aujourd'hui, on explique qu'il faut moins enlever les prostates. Et aux États-Unis en particulier, et ça c'est intéressant de voir ça, l'opération la plus pratiquée avec le robot, c'est l'hystérectomie. L'hystérectomie pour maladie bénigne. Alors nous en France, ça nous interpelle parce qu'on ne comprend pas très bien, on dit qu'on est très adroit. Le vrai problème, c'est que les Américains sont passés de la laparotomie au robot, considérant que l'étape stéréoscopique, c'était pas utile et qu'on devenait plus vite, plus adroit avec le robot. C'est pour ça que ces hystérectomies sont faites aux États-Unis. On peut discuter. Alors vous voyez que la chirurgie générale est digestive, elle est en violet, et vous voyez que son indice de pénétration est quand même extrêmement faible, et on pourra en rediscuter. Alors, les éléments, l'idée au départ, et nous c'est ce qui nous avait séduit dans les années 2000, on s'était dit comme on voit mieux, comme on est plus adroit, forcément on va faire mieux pour les patients, on va réduire les saignements, les durées d'hospitalisation, la douleur post-opératoire, même par rapport à la laparoscopie, même si c'était déjà un petit peu discutable. Alors si on regarde les choses objectives dans la littérature, il y a ce papier qui a été publié en 2010 pour la chirurgie abdominale, hein, qui était une revue et une méta-analyse, et on est extrêmement déçus. Hein, alors, la seule opération, et Muriel n'en a pas parlé ce matin, j'étais un petit peu déçu, un des seuls avantages vraiment montrés, c'est quand on compare le LR laparoscopique au LR robotique, c'est qu'il y a moins de perforation. Alors, j'ai vu que nos amis gastro-entérologues, eux, ils perforaient sans problème, ils n'avaient jamais de soucis, je les félicite. Nous, en chirurgie, quand on perfore un œsophage, on n'aime pas trop, et on trouvait que ça, c'était un vrai avantage. Pour tout le reste, de temps en temps, il y a des taux de conversion qui sont moins importants, et surtout, chaque fois, on voit des durées opératoires plus longues et des coûts plus importants pour la robotique, ce qui est quand même un élément un petit peu défavorable. Alors nous, à Nancy, hein, on a commencé très tôt, hein, en 2001, et on a regardé, vous voyez, on avait fait 1000 patients sur les 10 dernières années, et on a des idées. Alors vous voyez, on a fait beaucoup de chirurgie bariatrique, des surrénales, j'en parlerai pas, la chirurgie pelvienne, de la chirurgie du hiatus, des thyroïdes, du pancréas, du rectum. Donc on s'est fait une idée un petit peu de tout, et je vais vous parler de ça, mais assez rapidement, puis vous montrer quelques images. Alors c'est vrai que le bypass, c'est quelque chose, au début des bypass, il y avait quand même pas mal de fistules au niveau des anastomoses gastro-géminales, et une des idées, c'était de dire que le robot allait améliorer les choses. Alors il y a déjà une première méta-analyse ici, qui était quand même un petit peu, une revue qui n'était pas très encourageante, il y avait juste un taux de sténose anastomotique qui était moins important, mais aucune différence pour les fistules anastomotiques. Alors nous-mêmes, on avait étudié, vous voyez, 647 patients. Vous voyez que chez nous, uniquement 24% des patients avaient eu une approche totalement robotisée, parce que si on faisait tous les bypass au robot, on ne ferait plus rien, d'autres. Et vous voyez que quand on parle de durée opératoire, au robot, 115 minutes en moyenne pour les derniers patients, donc ce n'est pas un argument recevable. Et par contre, malheureusement, on avait quand même 4% de fistules anastomotiques et un taux de complications post-opératoires qui n'était pas tout à fait nul. On avait comparé nos approches robotiques à notre approche laparoscopique, et vous voyez que malheureusement, contrairement à d'autres, nos amis suisses ici, on avait plutôt un petit peu moins on avait 0 fistule dans le groupe laparoscopique versus 3 fistules dans le groupe robotique. Donc c'est un argument qui chez nous n'était pas recevable, ce qui était très différent de la série de Genève, où ils avaient quasiment 0% de fistules avec le robot,
versus un certain nombre de fistules par laparoscopie. Et ils argumentaient le fait donc qu'ils avaient plus de complications et que ça coûtait finalement, que ces complications étaient plus chères que le coût du robot. Ce qui est intéressant, c'est toujours aussi de regarder les courbes d'apprentissage. Et quand on regarde en termes de robotique, il est clair que pour les bypass, dans toutes les séries, que ce soit l'étude faite à Genève ou les séries de Chicago, il y a vraiment des courbes d'apprentissage qui sont plus courtes pour le robot. Mais est-ce que c'est un avantage réel pour les patients? C'est difficile. Deuxième point qui nous a vraiment beaucoup intéressé, ce sont les prolapsus du rectum, et on a fait énormément de prolapsus du rectum robot. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Quand on regarde une méta-analyse récente, il y a peu de séries vraiment comparatives de bonne qualité. Vous voyez, ici, il y a 5 séries qui ont été analysées. Et quand on regarde les résultats, malheureusement, les seules choses qui ressortent vraiment, c'est toujours la durée opératoire qui est plus longue en robotique qu'en laparoscopie conventionnelle. Et pour le reste, les résultats, que ce soit en termes de récidive, que ce soit en termes de durée de séjour, sont à peu près identiques. Et ici, on avait, vous voyez, 7% en gros en robotique, un peu moins, à peu près de l'ordre de 7% en laparoscopie. Donc finalement, le robot, malheureusement, ne fait pas beaucoup mieux. Alors nous, on a regardé notre série personnelle. C'est sûr que nous, on n'avait jamais fait pour la suite de rectum en solo. On a fait comme les Américains. On est passé de la voie ouverte à la laparoscopie. Vous voyez qu'on avait analysé donc 77 patients, un taux de conversion très faible, 6%, une morbidité qui était mineure. Et ce qui nous intéressait, c'était notre taux de récidive. Et vous voyez qu'on a un recul quand même presque de 5 ans. Et on a vraiment un taux de récidive, notamment pour la ventropexie, qui est devenue la technique de référence, qui est de l'ordre de 7%, qui est tout à fait raisonnable, et des résultats fonctionnels qui sont tout à fait bons. Autre intervention, donc le LR, on en a parlé, je reviens là-dessus parce que quand même, toutes les séries, vous voyez, montrent un taux de perforation muqueuse qui est beaucoup plus élevé dans la laparoscopie. Et chez nous, il y avait un taux très très élevé, mais on pourra discuter de ça, et qui était bien moins élevé en robotique, ce qui paraît important. Par contre, on parle de coûts sans arrêt, on a fait une étude de coûts analytiques, et on a regardé ce que nous coûtait en 2013 un LR robotique. Et vous voyez que c'est extrêmement cher parce qu'on a inclus là-dedans l'amortissement de la machine, la maintenance, le coût des instruments. Et si on le compare à la laparoscopie, on est presque à 1,5 fois, 2 fois le coût. Et ça, on l'a fait pour plusieurs interventions, c'est un vrai problème. On n'arrive pas vraiment à minimiser les coûts. Alors, plus on augmente le nombre d'interventions réalisées par an, plus on diminue le coût et de la maintenance, on augmente aussi le coût des instruments, et il est difficile quand même de faire une balance. Alors, il faudrait gagner en termes de complications. Alors c'est sûr qu'ici, si on regarde les malades qui ont fait des complications post-opératoires, vous voyez qu'un certain nombre de ces malades ont été réhospitalisés, ce qui diminue le surcoût, mais ça reste quand même quelque chose de difficile. On va passer vite sur les fonds d'obligature. Je crois que ça n'a pas grand intérêt, effectivement, de faire des fonds d'obligature au robot. C'est une bonne opération d'apprentissage. Toutes les études randomisées ont montré que les résultats étaient identiques, mais des durées opératoires qui étaient plus élevées. C'est un petit peu malhonnête parce que ici, par exemple, Mario Morino, il avait déjà fait des centaines de reflux en laparoscopie, et il avait pris ses premiers reflux en robotique. Il montrait qu'il mettait un peu plus de temps et que ça n'avait pas d'intérêt. Nous-mêmes, on a comparé nos résultats à 24 versus 25, et pour faire simple, il n'y a pas d'intérêt. Un point qui nous a intéressé récemment, jusqu'ici on ne faisait pas de gastrectomie en laparoscopie parce qu'on voit de plus en plus chez nous de gros cancers, de cancers du cardiaque, mais récemment on a vu arriver toute une population de cancers héréditaires, vous connaissez, qui sont donc des mutations de CDH1, et on a été à faire des gastrectomies prophylactiques chez des sujets d'une vingtaine d'années, et on s'est dit que c'était sûrement un bénéfice de les faire en mini-invasif. Et on a décidé de les réaliser, si possible, en laparoscopie robot-assistée. Alors si on regarde dans la littérature, il y a quand même nos amis asiatiques qui ont fait énormément de gastrectomies, vous voyez, 7200 patients. Une série là où on a 663 robots, 1200 solutions, 5000 laparos, et on voit déjà que d'un point de vue carcinologique, on a les mêmes résultats. Par contre, on retrouve effectivement une durée opératoire augmentée pour le robot, mais des pertes sanguines diminuées et des durées d'hospitalisation qui sont diminuées.
Quand on regarde spécifiquement les gastrectomies totales, il n'y a pas de méta-analyse, il y a quelques études de la littérature avec pas énormément de patients, mais ça nous donne là aussi un certain nombre d'idées où on voit quand même que les pertes sanguines sont diminuées, ça augmente la durée opératoire, il y a des études sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, où on a une amélioration des marges. Ce qui est clair dans ces opérations, que la difficulté vient de la réalisation des anastomoses œsogéginales. Et on a tous vu, nous, en chirurgie, des films où on nous montrait des anastomoses mécaniques faites par la paroscopie, qui nous ont toujours laissé pensifs, alors qu'un des intérêts du robot, c'est de faire des anastomoses manuelles, et tous les gens qui ont fait des gastrectomies totales au robot ont fait des anastomoses manuelles. Alors je vais vous montrer brièvement, si le film veut bien passer, comment on peut faire ces anastomoses manuelles. Alors, ce sont des anses en Y. On monte l'anse au niveau donc, de l'œsophage abdominal. Et on va... donc, nous, ici, on passe en précolique. On peut passer en transmésocolique. Tout ça n'a pas grand intérêt. Donc, on prépare notre anse. Le film est un petit peu ralenti. Alors il faut quand même en robotique être très bien aidé parce que vous voyez jusqu'à présent par exemple on n'a pas encore les agrafeuses sur les robots, donc c'est l'aide qui va agrafer. Donc on monte notre anse intestinale et l'œsophage a été amarré au pilier pour éviter qu'il remonte au niveau du hiatus et on va faire donc relativement facilement des anastomoses manuelles avec des surjets. Donc on fait des surjets. Un surjet postérieur qui prend la ligne d'agrafe et qui prend la séromusculeuse du grêle. Puis ensuite, on va ouvrir les deux organes et faire ensuite donc une deuxième ligne de surjet postérieur, puis un surjet antérieur. Donc on a fait 3 patients, on n'a pas eu de fistule, on est quand même dans des conditions opératoires qui sont relativement bonnes, et je pense que c'est une très bonne indication, et ça évite des bricolages avec des anastomoses à la pince automatique qui en cœlioscopie sont assez difficiles. Alors après, on s'est beaucoup intéressé au pancréas. Alors il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, notamment au pancréas droit, et on a discuté ce matin des DPC. Alors est-ce que la DPC laparoscopique c'est quelque chose de réalisable? Il y avait une review qui avait été faite donc en 2011 avec 27 articles qui était très intéressante, qui retrouvait un taux de conversion de 9%, une DMS de 12 jours, une mortalité faible. Mais quand on regardait d'autres reviews, on voit que le taux de conversion peut aller jusqu'à 50%, ce qui est vraiment énorme. Et il y avait une seule équipe qui était l'équipe de la Mayo Clinic qui avait vraiment un taux très faible, 4,6%, et Kendrick, que certains connaissent ici, est un chirurgien qui est remarquable, et c'est extrêmement difficile à battre. Alors l'équipe de Pittsburgh, avec Zé en particulier, s'est beaucoup intéressée à ces DPC laparoscopiques. Ils ont publié sur 132 DPC laparoscopiques, c'est extrêmement impressionnant, avec effectivement des durées opératoires longues, enfin qui ne sont pas rédhibitoires, moins de 9 heures, un taux de conversion de 8%, un taux de réintervention de 3%, une durée moyenne de séjour de 10%, et un taux de fistule pancréatique, vous voyez, qui était tout à fait honorable, même je trouve que 17% c'est relativement bas, mais voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le taux de morbidité diminue au fur et à mesure de l'expérience, ainsi que la durée opératoire. Et bien entendu, quand on compare les DPC robots assistés à l'approche Open, la durée opératoire est plus élevée, mais la durée moyenne de séjour est plus basse. Alors nous-mêmes, on a fait quelques DPC. Je vais vous montrer 2 films. Ici, vous avez une DPC chez un malade qui a une artère hépatique droite. Ici, donc, vous avez la veine mésentérique supérieure qui est parfaitement libérée. Et on va aller chercher donc, ce qu'on appelle la lame rétroporte en la disséquant. Alors, vous voyez, on peut mettre des fils sur les petits vaisseaux, on peut utiliser des clips. On est extrêmement précis. En bas, vous avez la réalisation d'une anastomose pancréato-gastrique, comme on le fait habituellement. Ici, vous voyez, donc tout le bord droit de l'artère a été parfaitement libéré, comme cela doit être. Et ici, vous voyez qu'on a cette artère hépatique droite que l'on va pouvoir disséquer tout au long. En bas, vous voyez qu'on peut faire donc, une anastomose pancréato-gastrique dans d'extrêmement bonnes conditions. On va pouvoir invaginer le moignon gastrique facilement. Je reviens en haut, vous voyez donc cette artère hépatique droite qui est parfaitement disséquée, des petites branches artérielles, des petites branches veineuses, et vraiment, on fait cette opération dans des conditions, on va dire, techniques
tout à fait acceptable. C'est long, ça demande beaucoup d'attention. C'est pour ça qu'on les fait avec 2 chirurgiens, on se partage les choses. Un chirurgien fait l'exérèse, l'autre chirurgien fait la reconstruction. Et on a fait 8 DPC avec des complications comme dans les DPC en laparotomie, mais 0 conversion post-opératoire. De la même façon, donc on peut faire des pancréatectomies distales, et un certain nombre d'études dans la littérature montrent qu'on a les mêmes résultats carcinologiques. Vous voyez, des pancréas donc comparés open versus laparoscopie, avec des durées opératoires un petit peu plus élevées et un taux de complications post-opératoire à peu près identique. Ici, c'est une tumeur neuroendocrine du pancréas très distale. Le patient est installé en décubitus latéral, on bascule complètement la rate, et on vient donc disséquer uniquement la queue du pancréas. On a une traccision sur le robot, mais il n'est pas articulé. Et puis on peut disséquer donc très facilement, dans de bonnes conditions, avec une vision très stable. On va pouvoir disséquer l'artère splénique qui va être mise sur l'acte. Alors le film ne tourne pas très bien, je m'en excuse. L'artère splénique qui va être mise sur l'acte, veine splénique qui va être mise sur l'acte, et puis progressivement on va pouvoir disséquer la queue du pancréas, puis réaliser la section pancréatique. Vous voyez, ces clips articulés qui viennent sur le bras du robot, donc là, je m'excuse, ça patine un peu. Et donc on fait ça avec beaucoup de facilité. Les résultats donc, carcinologiques sont tout à fait comparables. Le nombre de ganglions enlevés est le même, le taux de marge positive est le même, et donc on est tout à fait efficace. Alors nous-mêmes, on avait comparé nos résultats entre chirurgie ouverte, entre chirurgie laparoscopique et chirurgie robot-assistée. En fait, la seule différence, c'était la durée opératoire, mais vous voyez, avec une pente qui était plus aiguë et une courbe d'apprentissage probablement ralentie. Alors le point qui excite beaucoup les chirurgiens digestifs, et c'est un peu ça qui est le renouveau, je dirais, de la robotique en digestive, c'est la prise en charge du cancer du rectum. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de choses décrites, et une des difficultés, c'est l'installation pour avoir la possibilité de faire à la fois l'angle gauche et de faire aussi le mésorectum. Alors aujourd'hui, avec le système SI, on fait une seule installation. Le robot vient à la hanche gauche du patient. Et on peut donc, dans d'excellentes conditions, faire l'angle gauche, puis ensuite chacun a sa technique, et on peut attaquer le mésorectum. Alors là aussi, l'ordinateur patine un tout petit peu dans la smoule. Donc on utilise le robot à 3 bras, et vous voyez que ce bras-là va servir à bien exposer le rectum. Ici, on trouve très facilement le plan du mésorectum, et on voit très bien, là, c'est pas très évident sur ce film, mais on a une bonne vision des nerfs, et on a vraiment l'impression, ici donc on est à la face postérieure, tout est parfaitement stable, et on a l'impression d'avoir, ici on est revenu à l'avant, on a les vésicules séminales, on va ouvrir la ponévrose des non-viliers. Ici, voilà, tout le rectum a été libéré. On a l'impression de travailler dans de meilleures conditions, surtout chez les patients obèses et chez les hommes qui ont un bassin extrêmement étroit. Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et qui ont étudié d'une part les complications, enfin les éléments à court terme, la qualité oncologique et aussi la qualité de vie, notamment les séquelles génito-urinaires. Et ce qui ressort de la plupart des études, c'est le taux de conversion. Vous voyez, une étude coréenne, les Coréens ont travaillé énormément, 0% de conversion sur 133 cas en robot versus 7% de conversion en laparoscopie. Philippe Rouanet a 2% de conversion en robotique. Et on attendait beaucoup de l'étude ROLAR, qui est une étude randomisée internationale. Malheureusement, les résultats qui sont parus en juin 2015 montrent un taux de conversion qui est peu différent. Mais les chirurgiens avaient beaucoup plus d'expérience en laparoscopie qu'en robotique. Donc c'est quand même à modérer. Et en tout cas, il y avait un élément significatif pour les hommes et les hommes obèses. La courbe d'apprentissage est nettement réduite. Normalement, pour la laparoscopie, elle est de l'ordre de 90 patients. En robotique, elle est de l'ordre de 30 patients, ce qui est un élément favorable. Il y a quand même des études qui ont montré un taux de complications graves moins important avec la robotique. Et certaines études, ce n'est pas retrouvé dans toutes les études, ont montré que le mésorectum, qui est vraiment l'élément essentiel de qualité de l'exérèse des cancers du rectum, était plus souvent complet lorsqu'on utilisait le robot. Et à long terme, on a à peu près le même problème.
En ce qui concerne la fonction sexuelle et urinaire, il y a des études, en particulier une méta-analyse chinoise, qui montrerait moins d'incidence d'impuissance post-opératoire. Et ça, c'est des objectifs secondaires de l'étude Rollard, et on n'a pas encore les résultats. Un petit point pour les chirurgiens, vous savez qu'on essaye, on fait de temps en temps de la chirurgie transanale, soit pour enlever des tumeurs vileuses ou des petits cancers par voie transanale, soit pour démarrer des exérèses du mésorectum par voie basse. Et en cystoscopie traditionnelle, c'est difficile. Le robot peut être une solution. Alors, pour l'instant, on va dire que les choses sont un petit peu de l'ordre du bricolage, mais on arrive à faire des exérèses qui sont de qualité. Alors, tout ça, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de preuves dans la littérature. Les chirurgiens qui en font sont convaincus. Alors, ce qu'on reproche toujours, c'est ça, je vous l'ai dit, le coût, le surcoût, le coût d'achat, 2 à 4 millions d'euros, la maintenance, 250 000 euros, le coût de l'instrumentation, en moyenne 200 à 250 euros par instrument, il en faut 3 par intervention, l'encombrement, un espace de travail limité, je vous ai dit que l'aide opératoire va être efficace, et je crois qu'il faut, pour ne pas avoir tous ces problèmes avec les institutions, probablement faire des choix dans les indications. Alors moi je suis convaincu, et je vais même au-delà des convictions factuelles. Moi je crois que la vraie question, si on reste dans un monde économique favorable, la question qu'on se pose qui est de savoir si l'approche robotique remplacera l'approche laparoscopique, je crois que ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quand l'approche robotique remplacera-t-elle l'approche laparoscopique. Je vous remercie.